Ouh. Non, mais je veux rien savoir. Je veux vraiment rien savoir. Que qui que tu sois, tu n'étais pas prêt. Peu importe au moment où tu as découvert ce qu'il y aura à découvrir dans cet épisode, tu n'étais pas prêt. Que ce soit quand tu as lu les scans, que ce soit que tu as vu cet épisode pour la première fois cette semaine, tu n'étais pas prêt. C'est carrément impossible que tu ne sois prêt pour cette grande révélation qu'on a eue dans cet épisode de Bleach. À moins que tu ne sois un grand visionnaire du manga animé, à moins que tu sois un grand théoriste des mangas, à moins que tu connaisses tous les codes, tous les codes du shonen neketsuesque, à aucun moment est-ce que tu n'aurais prévu une telle révélation. Franchement, cet épisode-là, il a été lourd, mais lourd, incroyable, il était grave lourd. Bref, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Revue de l'épisode 9 de Bleach, c'est parti. Alors pour commencer, ma revue se fera en deux parties. La première, on va s'intéresser vite fait à ce qui s'est passé du côté du Palais Royal. Puis, dans la seconde, on va s'attarder sur ce qui se passe dans la Soul Society. Parce que c'est là qu'il y a toute la sauce. C'est là qu'il y a tous les événements les plus importants et les plus intéressants de cet épisode. Bref, dans le Palais Royal, tu as Ichigo et Renji qui sont en train de continuer leur parcours d'entraînement. À ce stade, carrément, c'est un training arc pour Ichigo et Renji. Et donc, ils ont fini deux palais. Ils ont fini le palais où ils doivent faire des bains pour se baigner avec les Reiatsu. Et ils ont aussi fini le palais où ils doivent bouffer pour pouvoir se recharger en gros et poursuivre la suite de l'entraînement. Intéressant de voir que Kubo a mis Renji dans sa liste de jokers de la Soul Society, parce qu'on s'entend que là, ce sont les jokers de la Soul Society qui sont en train de suivre l'entraînement. On verra ce que ça va donner. En même temps aussi, on nous apprend qu'en fait, les membres de la division 0 sont des personnes qui ont été un peu des pionniers de la Soul Society, des personnes qui ont apporté quelque chose à l'histoire de la Soul Society. Et donc, là, on comprend que la meuf qui fait à manger, c'est elle qui est à l'origine des bonbons spirituels, des bonbons d'âme, les bonbons qu'on a dans la peluche là, c'est elle qui est à l'origine. Et que le mec chez qui ils vont après, là, Ichigo et Renji, c'est lui qui a créé les Zanpakuto. Donc, faudra suivre de très près cette partie-là parce que c'est sûr qu'on aura des révélations et peut-être des possibilités de power-up pour nos personnages. Et aussi, un truc intéressant au niveau graphique pour cette première partie, c'est que j'aime bien en fait les couleurs. La nourriture et le décor dans cette première partie d'épisode étaient vraiment bien animés à mon avis. Je trouve que c'est bien que à chaque vibe, Kubo attribue une certaine palette de couleurs pour permettre de nous plonger un peu dans l'atmosphère de la scène qu'il est en train de nous retranscrire. Et donc du coup, je trouve que ça, c'est un excellent coup de génie de pouvoir associer une certaine palette de couleurs à chaque événement dans lequel on est. On verra par la suite que Kubo va nous refaire le même coup, mais dans l'autre sens. Bref, c'était tout ce qu'il y avait à dire pour le training arc en griffe de Ichigo et Renji. Là, on bouge vite à la Soul Society. À la Soul Society, là, tu as Kyoraku, il vient de se voir attribuer une nouvelle grande responsabilité parce que, en effet, Kyoraku est désormais le capitaine commandant de la Soul Society. Paradoxe, en fait, c'est vraiment un paradoxe parce que c'est le mec le plus flemmard qui existe, le plus irresponsable, si je peux le dire comme ça, le mec qui en a rien à cirer de la paperasse, qui devient finalement le capitaine commandant de la Soul Society. Mais après, c'est un peu normal, en période de crise, c'est lui qui a su s'imposer en tant que leader pour pouvoir rameuter les troupes et pouvoir remonter le moral des capitaines qui étaient vraiment au plus bas. Je sais pas qui d'autre aurait pu assumer la responsabilité, peut-être Ukitake ou quelqu'un d'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Kyoraku, comme capitaine commandant du côté 13, c'est très intéressant à suivre. Donc Kyoraku a son premier meeting avec les hautes instances supérieures et là du coup il dit que il voudrait enseigner au capitaine Zaraki un cours de Zanjutsu. Je savais pas en regardant l'épisode c'était quoi un Zanjutsu, et quand j'ai googlé en fait
j'ai vu que le Zanjutsu en fait est l'art de manier son Zanpakuto. En gros, en fait, c'est une leçon pour pouvoir apprendre à Kenpachi à manier son Zanpakuto. Parce que de ce qu'on comprend en fait, de ce que les vieux là ont dit en fait, c'est que Kenpachi, dès le premier jour de son entraînement au dojo, bah, on a dû arrêter son apprentissage parce qu'il était juste trop fort et un peu trop incontrôlable. Vu que à ce stade-là déjà, sans maîtriser le Zanpakuto, sans maîtriser son Zanpakuto, il est ultra fort. Eh bien, imaginez en fait le niveau qu'il atteindrait s'il savait manier son Zanpakuto, et plus encore s'il maîtrisait son sabre, s'il maîtrisait son bankai et tout. Imaginez à quel point il serait terrifiant et difficile à recadrer. D'où la peur en fait des supérieurs qui sont un peu réticents en fait à l'idée de poursuivre les classes de Zanpakuto de Kenpachi. Là, t'as Kyoraku qui leur dit au calme, ok, ben c'est vous qui allez protéger la Soul Society alors. Et là, tu vois, il y a le silence, puis il dit, ok, bon, voilà, tranquille. Ben, j'ai ma réponse. Donc, oui, Kenpachi va reprendre son cours de Zanjutsu, son cours de maniement du Zanpakuto. Et là, il dit, bah, j'ai pensé à un professeur spécial pour ça. Et là, qui il nous amène? Capitaine Unohana. Unohana, qui s'avère être la première Kenpachi. Et en plus de ça, comme première révélation, quand Unohana apparaît, t'as plus la Unohana douce, tranquille, qui est tout le temps souriante, qui dégage la douceur, qui dégage, je sais pas, une bonté infinie. Non, là t'as une Unohana avec un visage sombre, un visage limite d'assassin, un visage de quelqu'un qui, en fait, qui est sanguinaire en fait. Et c'est là que je me rends compte que j'avais fait une erreur, mais pas une erreur, mais après ça nous sera expliqué dans l'épisode. Mais Unohana en fait, elle a appartenu à la première génération. Hein. Elle a appartenu à la première génération des capitaines du côté 13. C'était aussi une sanguinaire à l'époque. Pendant tout ce temps, elle était capitaine de la 11e division. La même division dont Kenpachi est capitaine maintenant. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais elle a dû switcher pour devenir capitaine de la division de soins. Qui était prêt pour ce plot twist? Qui était prêt pour ce plot twist? À aucun moment, tu ne pouvais soupçonner que Unohana était ce genre de personne en fait. Que Unohana était une assassin. Ça a même été dit que c'était la plus grande assassine de la Soul Society. C'est la plus grande criminelle que la Soul Society ait connue. Shout out à Monsieur Kubo parce que maintenant qu'on sait qui est Unohana, ben à chaque fois que tu vois Unohana, il n'y a aucune trace de bonté sur son visage. Il n'y a plus aucune trace de bonté sur son visage. C'est fini. Là maintenant, on passe à la vraie Unohana. Celle qui est sa vraie nature. Celle qui est sous sa vraie nature désormais. Sa nature de criminel, sa nature de sanguinaire. Et c'est à se demander en fait, est-ce qu'elle faisait semblant pendant tout ce temps? Ou bien c'est comme... Parce que moi ça m'a fait flipper. Franchement ça m'a fait flipper de l'avoir animé comme ça. Et bien c'est encore ça qui fait la beauté de cette saison de Bleach. C'est à quel point est-ce que les personnages sont dessinés au point de te transmettre carrément l'émotion. C'est comme si quand Unohana regarde à travers l'écran, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Elle me regarde avec des yeux en mode je vais te buter toi, je vais te tuer. Et limite ça te glace le sang. Donc là maintenant, bah le moment de l'affrontement arrive et t'as Kenpachi qui retrouve Unohana au fin fond des prisons souterraines, dans une salle où il n'y a aucune lumière apparemment, et dans une grotte, en fait même pas une salle, c'est une grotte où il n'y a aucune lumière, et c'est là qu'ils vont devoir s'affronter. Alors là, il y aura un affrontement, et on se dit en fait, ok, mais pour ceux qui ne savent pas, on se dit, ok, voilà, c'est un Zanjutsu, ça va être une classe normale, juste qu'il y aura beaucoup de sang, blablabla. Bla, bla. Et là, t'as Kyoraku en fait, en racontant l'histoire de Unohana, se rend compte que en fait, bah, chez Café un peu, ce sera pas une classe de Zanjutsu, ce sera une boucherie qui va se passer où il n'y aura qu'une seule personne qui va en sortir vivant. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun monde où ces deux-là vont sortir vivants. Non, impossible. Ce sera un combat ultime pour soit augmenter la force de Kenpachi et faire en sortir Kenpachi vainqueur, ou bah, level up Unohana et la mettre maintenant sous sa véritable nature de sanguinaire. En tout cas, peu importe l'issue de ce combat, le gagnant se trouvera changé à jamais. Le combat commence.
Et c'est un combat lourd d'histoire. Non seulement le combat est lourd d'histoire parce qu'on apprend qu'il y a un passé entre Kenpachi et Unohana. Apparemment, ils seraient déjà affrontés par le passé, d'où les cicatrices de Kenpachi sur l'œil et la cicatrice de Unohana au milieu de la poitrine. Poitrine que avant elle cachait et tu ne pouvais même pas te rendre compte en fait de ça. Parce qu'elle cachait tout le temps sa poitrine sous une double couche de kimono. Et je pense même sa natte aussi descendait jusque là. Et puis elle était attachée de telle manière à ce qu'elle cache sa poitrine. À aucun moment, mais à aucun moment tu pouvais te rendre compte que bah, c'est ce qu'elle est en fait. Et je me demande si ce plot twist là n'est pas aussi grand, peut-être même plus grand que le plot twist par exemple de Aizen. Aizen qui est un capitaine 13e de la Society qui finalement devient le méchant. Ou peut-être même, je me permets de lancer la comparaison comme ça, ou peut-être même de Itachi. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était chargé d'histoire, mais ce que moi c'était chargé d'émotion. T'as qu'à voir quand le combat commence, l'OST derrière, puis les petites scènes qu'on nous montre de Isane et de Yashiro qui regardent comme des objets que les deux capitaines les ont laissés respectivement. T'as Unohana qui a laissé une lettre d'adieu carrément à Isane, comme si elle se préparait, comme si elle savait que c'était vraiment du 50-50 et qu'elle allait mourir pendant ce combat. Kenpachi qui a laissé son bandeau à Yashiro. Franchement, c'était beau. Et à chaque fois, au début du combat, tu avais des parallèles entre le combat et leurs assistants qui sont tout tristes, qui se rendent compte qu'ils vont sûrement perdre quelqu'un qui leur est cher. Pas seulement un capitaine, mais un être cher pour eux. C'est beau, c'était vraiment beau. Avec l'OST derrière, les pleurs qui contrastent avec, la soif de combat des deux qui se battaient, parce que clairement on voit sur leur visage qu'ils aimaient ce qui s'était en train de se passer. Genre leur corps, leur être tout entier vibrait pour ce combat et c'est juste beau. Puis à un moment donné en fait dans le combat, il y a une séquence où Kenpachi se fait avoir par Unohana. Il reçoit un coup de kunai-ish dans l'épaule et il dit à Unohana, depuis quand tu utilises des coups bas comme ça pour m'avoir? Et elle lui dit, la première fois qu'on s'est affronté, je n'avais même pas le temps de penser à utiliser un coup bas contre toi. À ce point-là, tu es devenu faible. Kenpachi faible comparé à avant. Waouh! Là, le combat continue. Mais Kenpachi se fait avoir par Unohana. Ça sent pas bon. Et là, tu as un Kenpachi émotionnel. Mais là, genre, je n'aurais jamais cru voir ça. Je me rappelle même plus si c'était comme ça dans le manga papier. Bref, je sais pas. Je me rends compte que la première personne qui a inspiré la peur chez Kenpachi, c'est Unohana. Tenez-vous bien, on parle de la même Unohana, hein, la même capitaine de la 4e division, toute souriante, toute gentille, toute douce et tout, qui exultait la bonté. C'est cette même capitaine-là qui a inspiré pour la première fois la peur à Saraki Kenpachi. À quel point est-ce que cette histoire-là est bien écrite, à quel point ces personnages sont très bien développés. Franchement, je crois que je n'en fais pas trop en disant que c'est vraiment magnifique ce à quoi on est en train d'assister. Et là, Kenpachi se rend compte que cette personne-là qui l'a fait peur pour la première fois, était devenue son but dans la vie. Son but était de pouvoir surpasser un jour Unohana et voir que Unohana est en train de le battre et sur le point de le buter. Tu as une larme qui sort de Kenpachi. On voit un Kenpachi vulnérable parce qu'il se sent impuissant face au fait qu'il n'arrivera peut-être jamais de sa vie à battre le seul obstacle qui se dressait devant lui et qu'il n'a jamais pu surmonter, c'est-à-dire Yashiro Unohana. Et là, du coup, on voit Unohana qui transperce Kenpachi. Et là, en fait, t'as Kenpachi qui revient à son esprit. Et là, on voit qu'il tient encore, qu'il a encore épée à épée avec Unohana. Donc, ça veut dire que Kenpachi, en fait, il était tellement excité par ce combat qu'on dirait qu'il a joué dans sa tête comment est-ce que le combat pourrait se passer. Ça veut dire qu'il a vu le combat dans le futur. Je sais pas comment le dire. Il était tellement pris dans le combat qu'il a imaginé une issue à ce combat alors qu'il était en plein combat. Là, il se dit, écoute, j'ai pas le temps de rêver. Donc là, le combat reprend de plus belle. Et là, à un moment donné, à la fin de l'épisode, tu as Unohana qui, comme si elle s'avoue vaincue. Elle prononce ces phrases et dit que, en fait, Saraki Kenpachi, tu ne mourras pas pendant ce combat. Parce que, en fait, à chaque fois que tu es proche de la mort,
tu reviens plus fort. Et là, elle dit que ça, c'est aussi mon péché à moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que pour elle, ça a été un péché d'avoir laissé le Kenpachi enfant en vie alors qu'elle aurait pu le tuer? Est-ce qu'elle s'est avouée déjà vaincue en disant que sûrement Kenpachi va encore s'en sortir et va redevenir plus fort et là, va la tuer et que c'est Kenpachi qui en sortira vainqueur de ce combat? On le saura au prochain épisode, mes amis. Mais clairement déjà, on sait que l'épisode prochain sera juste historique. Sera un épisode chargé d'action, chargé d'émotions. Et en fait, on n'est juste pas prêt. En fait, Kubo... Kubo, en fait, nous prépare du lourd, nous prépare du sérieux pour ce combat. Et vous vous rendez pas compte, mais je pense que le combat prochain sera juste génial. Et ça voudra dire qu'en une saison, Kubo nous aura sorti 2 combats qui peuvent être des challengers pour le combat de l'année en matière d'anime. C'est juste sensationnel. Puis si je peux revenir en fait un peu à l'animation de ce combat, de cette première partie du combat, t'as pas eu de trucs flash, t'as pas eu de boule d'énergie, t'as pas eu de Reiatsu. Non, hein, t'as eu droit en fait à un combat de pur escrime. Combat avec juste des coups d'épée, des techniques au corps à corps, et c'était juste bien fait. Même les techniques au corps à corps, même un combat simple à l'épée a été aussi bien animé. Il nous a donné autant de frissons. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte à la semaine prochaine. Parce que ce combat-là, vraiment... Voilà, c'était tout pour la revue d'aujourd'hui de l'épisode de Bleach. Un épisode vraiment très intéressant. On a eu une première partie tranquille avec l'entraînement d'Ichigo et Renji qui se poursuit. Et on a eu la révélation, plus le début de combat qui s'annonce mythique. On a tous hâte à la semaine prochaine pour l'épisode 10 qui sera... Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker surtout la vidéo et à me dire ce que tu as pensé de la revue, à me dire ce que tu as pensé de l'épisode et surtout, est-ce que tu étais prêt pour ça? Est-ce que tu étais prêt pour cette révélation sur Yashiro Unohana? Peu importe que tu aies lu le scan ou que tu aies regardé le manga, est-ce que tu l'as vu venir celle-là? Franchement, de toi à moi. Hein? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir d'avoir plus de monde dans mon équipage. On se retrouve demain pour la revue de Chainsaw Man. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.